Dimanche 11 mai 2025, il est l'heure de vous informer, d'avoir le retour de l'actualité de la semaine qui a été diffusée ici dans votre chaîne de télévision Kanakin Télévision, la télé Vérité. Et bien ce soir pour votre Réto Hebdo, j'ai comme invité M. Jérusalem Kapouya. Avec M. Jérusalem Kapouya qui est cadre au sein de l'UDPS, nous allons devoir commenter l'actualité ici en République démocratique du Congo. M. Jérusalem Kapouya, bonsoir, comment vous allez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On vous appelle Cardinal. Merci beaucoup. Merci pour avoir eu cette invitation et cette opportunité de partager avec nos frères congolais, ceux qui ne sont pas congolais, qui suivent souvent les journaux, soit les récapitulations de la semaine, Très bien. de connaître tout ce qui se passe, soit des nouvelles chaudes de la semaine. Et on est là. À tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence. Nous allons y revenir bientôt. Il faut rappeler que la semaine a été marquée par cette grande réunion au niveau du ministère de l'Environnement. Madame Eva Zaïba a présidé une grande réunion concernant le projet du couloir vert où la République démocratique du Congo est le grand détenteur des arbres suivis. Le projet couloir vert Kivu-Kinshasa était au menu de la réunion stratégique que la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eva Zaïba Massoudi, a tenue dans son cabinet de travail. Une initiative ambitieuse portée par le chef de l'État qui vise à établir une zone de stabilité dans l'est du pays tout en créant des opportunités de développement économique durable pour des millions de Congolais. Les gouvernements voient dans ces projets un outil de consolidation de la paix. À terme, le couloir vert devrait couvrir 500 000 km², impacter plus de 31 millions de personnes et générer jusqu'à 500 000 emplois, faciliter la réinsertion d'ex-combattants et d'offrir de nouvelles perspectives économiques aux entrepreneurs congolais, a souligné le conseiller spécial du chef de l'État, Tossi Panou Panou. Le projet, on peut dire qu'il a déjà commencé puisqu'il est dans sa phase de conception et il ne s'agit pas de partir sur l'inexistant. Il s'agit de voir comment capitaliser sur ce qui existe. Parce qu'il y a aujourd'hui des forêts de production, il y a des forêts de conservation, il y a des forêts communautaires, il y a également différentes activités, notamment des activités agricoles. Et il s'agit de voir comment fédérer tout cela, mettre ça dans un tout cohérent, essayer de voir quels sont les permis miniers existants, essayer de voir quels sont les grands programmes d'aménagement du territoire et impliquer tous les services, tous les ministères sectoriels qui doivent porter à bien la concrétisation de ce projet. Ces projets emblématiques sera présenté par les présidents de la République lors de la prochaine COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil. Pour les autorités, il est essentiel que tous les Congolais s'approprient cette initiative appelée à devenir un moteur de paix, d'inclusion et de prospérité. Au niveau du Sénat, il y a eu la prorogation de l'état de siège en ce qui concerne quelques territoires de la République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre cet élément. À propos de la validation des pouvoirs des 8 élus sénateurs et de suppléants de l'honorable Lomanu, la commission PAJ a été désignée pour procéder à l'étude préalable des dossiers des concernés. L'économie du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national a été donnée à l'Assemblée plénière du Sénat par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga, qui a présenté les 3 articles composants, dont l'autorisation de la prorogation de l'état de siège, l'abrogation des dispositions antérieures, contraires et l'entrée en vigueur de la loi. Il est important de rappeler que le délai de 15 jours de la dernière prorogation, entré en vigueur le 21 avril dernier, expire le 6 mai prochain. Après l'examen de cette loi sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 73 se sont prononcés, pour aucun contre et 2 abstentions. Par conséquent, la prorogation de l'état de siège a été une fois de plus autorisée par le Sénat dans l'Ituri et le Nord Kivu. Par ailleurs, outre le rapport de sa mission effectuée à Rabat, au Maroc, pour prendre part à la 3e session du Forum international des Sénats, Shora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le président de la Chambre haute a informé les honorables sénatrices et sénateurs que leur Chambre a reçu 2 réquisitoires. Le 28 avril 2025, le procureur général près la Cour de cassation a adressé au Sénat un réquisitoire aux fins d'obtenir
l'autorisation de l'instruction contre le sénateur Linguepo Michel. Dans le deuxième réquisitoire, par sa lettre, l'auditeur général près la cour militaire a adressé le 30 avril un réquisitoire réceptionné le même jour par le cabinet du président du Sénat, lesquels réquisitoires tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Il a annoncé que ces deux réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur. Ils se sont réunis, la SENCO, pour réfléchir sur l'avenir de l'Église de manière générale. Et puis ici, en République démocratique du Congo, bien entendu, ils ont aussi évoqué l'actualité, l'arrivée du nouveau pape, le pape Léon Joël sur cet élément. La session s'est ouverte par une messe solennelle présidée par Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO. Dans son homélie, profondément inspirée de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 à 40, et du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1b et 8, Monseigneur Fulgence Muteba a appelé ses confrères dans les sacerdoces à s'inspirer de l'engagement des apôtres pour l'évangélisation en soulignant la nécessité d'une action pastorale courageuse face aux défis actuels. Frères et sœurs, nous rappelle que l'œuvre de l'évangélisation dont nous sommes héritiers vient de loin. Autant dire que l'évangile a taillé son chemin dans le roc et dans le sang. Et ça, c'est de quoi nous armer devant les difficultés que nous rencontrons dans notre ministère aujourd'hui. Et cet épisode de la mission nous pousse naturellement à imiter les apôtres. Pendant que le monde catholique est tourné vers Rome pour les conclaves visant à élire les successeurs du pape François, les évêques congolais ont exprimé leur solidarité en priant pour que l'Esprit Saint guide les cardinaux électeurs dans leur choix. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souligné l'importance de cette prière collective. Ce sera aussi l'occasion de traiter de quelques dossiers spéciaux comme la mise en œuvre des synodes des évêques sur l'église synodale. Ils vont analyser la proposition du cadre stratégique de la SENCO. Signalons que la réunion se clôture le vendredi 9 mai, réunit la présidence de la SENCO, les archevêques et évêques présidents des commissions épiscopales, leurs secrétaires, les secrétaires généraux de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACAC, et les présidents de la conférence des supérieurs. Voilà, vous avez suivi, c'était au niveau de la SENCO au cours du début de la semaine. Mais il faut rappeler qu'avec une très bonne nouvelle, l'information a longuement évolué parce qu'il y a eu un nouveau pape pour la personne de Léon XIV. Il est de nationalité américaine. Il va devoir conduire l'église romaine. La route université en allant vers Rigini se trouve dans un état de délabrement très avancé. Je voulais suivre ce reportage. Dans la ville province de Kinshasa, le tronçon routier reliant le rond-point Gaba à l'entrée Rigini, précisément à l'entrée de l'avenue Parc Virunga, nous sommes dans la commune de Lemba, se trouve à nouveau dans un état de délabrement très avancé, malgré une réhabilitation effectuée en 2024. Pour l'instant, les usagers de cette route, notamment les motocyclistes et les chauffeurs de taxi, expriment leur frustration face à la détérioration rapide de cette chaussée. Les embouteillages sont devenus récurrents et la situation s'aggrave de pire en pire lorsque les eaux stagnantes accentuent les dommages sur cette route. Nous, les motocyclistes, nous avons du mal à circuler normalement. Il faut des bousculades et cette situation arrive même à causer des accidents à certains endroits. Nous demandons l'urgence auprès des autorités pour trouver une solution rapide afin de pallier à cette situation. Nous demandons au gouvernement de venir jeter un coup d'œil à ce niveau. C'est depuis 2024
que cette route a été réhabilitée et maintenant elle est impraticable. Trouvez-nous une solution le plus vite possible, car la route bypass est l'une des routes principales qui mènent à diverses communes. Face à ces situations, les habitants de Lemba lancent un appel urgent aux autorités compétentes pour une intervention rapide et durable, c'est-à-dire la réhabilitation efficace de cette route très primordiale. Voilà, il a été lancé au début de ce journal. Lui, c'est M. Jérusalem Kapouya qui est l'invité de ce rétro hebdo. Nous allons parler, vous avez suivi la prorogation de l'état de siège, pratiquement 2 ans. Toujours la guerre, les provinces ne sont pas libérées. Nous avons encore le sud et le nord Kivu entre les mains des rebelles. Prorogation de siège. Mentalement, je ne sais pas comment les Congolais vont prendre ce genre de choses. Vous avez suivi ici dans la ville province de Kinshasa. Je prends les grandes lignes, plusieurs artères pratiquement en état de délabrement très avancé, alors que le gouverneur parle de Kinshasa et Kobonga. Dans les rêves, mythes ou réalité, nous ne savons pas. Monsieur le journaliste, ça me fait très mal quand tu reviens sur la situation de prolongation de l'état de siège. Et plusieurs acteurs politiques, nos frères là de l'Est, à l'occurrence de l'Est, faisaient beaucoup de bruit sur la situation de l'état de siège. Et on a vite compris que ceux qui ne voulaient pas l'état de siège étaient dans l'axe du mal, soit étaient des répondants du mal, étaient des pions de l'armée rwandaise, soit des Paul Kagame, qui les utilisaient pour empêcher que notre pays puisse être libéré, libre et mettre fin aux hostilités que Kagame et ses complices faisaient à nos frères et sœurs de l'Est. Et aujourd'hui, nous comprenons que ceux qui parlaient sur l'état de siège étaient complices. Moindre minute, nous avons vu comment, quand Kagame et ses complices ont occupé officiellement la ville de Goma et la ville de Bukavu, combien de morts qu'on a eu à enterrer, combien de viols et plusieurs infrastructures détruites, et même nos entrepreneurs qui avaient leur business là-bas, tout a été emporté au Rwanda. Et quand je suis en train d'observer aujourd'hui, aucun, ce qui se disait des leaders de l'Est, parle encore de la situation de l'insécurité de l'Est. Et ni était les prolongations, soit ni était l'état de siège que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait anticipé pour sécuriser nos frères là de l'Est. Et aujourd'hui, la balkanisation allait être effective. Et hélas, à cause de sa diplomatie intelligente, gagnante et active, il est allé toucher les points focaux, là où on parle le président de l'Amérique avec Donald Trump, en étant un homme clairvoyant, l'ordre et les accords seront signés pour que Kagame et ses supplétifs puissent quitter le territoire congolais. Vous parlez de se renseigner. Alors qu'il y a des atrocités, des gens qui meurent dans les territoires occupés, les Congolais ont besoin du concret. Vous parlez du se renseigner. Du concret, oui, mais tu sais que c'est au-delà des 4 décennies que notre pays est victime d'une agression injuste que la communauté internationale est en train de nous soumettre. Mais avec une personne responsable à la tête de ce pays aujourd'hui, et j'ai vu la reconnaissance, soit la bonne foi de ceux qui nous agressaient, ceux qui finançaient l'agression, est revenu pour dire que non, trop c'est trop. Plus de 20 millions de Congolais qui sont déjà tombés, ça s'arrête et nous devons imposer la paix. Et la paix est en train d'être imposée. Et nous attendons que le 16 juin, ce n'est pas encore loin, pour qu'il y ait au moins des accords qui vont mettre fin à tout ce que nous avons comme des hostilités de l'Est et que notre pays puisse décoller à tous les niveaux. La ville province de Kinshasa qui se meurt. Vous avez l'échantillon de l'avenue Riguini. Je crois qu'au courant de ce rétro, vous allez suivre toute une panoplie des routes de la ville province de Kinshasa qui sont dans une situation assez compliquée. Nous avons un gouverneur, nous avons quelqu'un qui réfléchit encore à la ville province de Kinshasa. Oui, là j'ai vu des images de le tronçon Rompengaba
Que vous connaissez très bien. Ça, c'est ma base. J'ai une très grande base là-bas. Rond-point Ngaba pour aller jusqu'à l'intendance. Mais ce n'est pas aussi là-bas. Il y a aussi sur les ronds-points qu'on appelle rond-point... non. Rond-point... Yolo médical. Et si tu arrives encore là-bas, avec la pluie qui menace matin, midi, soir, vraiment la route est aussi impraticable là-bas. On fait comment? Je sais qu'à l'époque, il y avait un projet là qu'on nous parlait que Kinshasa sans trou, mais l'argent était déboursé. Et ces projets-là n'avaient pas fait ce que le peuple attendait de ces projets. Et l'état de droit prôné par l'UDPS qui est au pouvoir, vous reconnaissez qu'il y a eu de l'argent qui a été déboursé, mais qui n'a pas servi. Les populations vont retenir quoi en 2028-2029? Non, mais IDPS ne gère pas seul. Son excellence. Je dis que vous êtes parti. Merci beaucoup, merci. Mais IDPS ne gère pas seul. Justement, IDPS ne gère pas seul. Avec le slogan l'état des droits, vous connaissez qu'il y a eu de l'argent qui a disparu et que les choses ne sont pas faites. Et puis je vous aide aussi pour dire qu'il y a l'ancien agentier Nicolas Kazadi qui vient de reconnaître. C'est pas moi qui le dis. L'argent sort, on récupère, on fait ce qu'on veut. Les projets, on s'en passe. C'est toujours dans ce mandat. Ce que j'ai dit à la fin, on retient quoi? En 2028, on fait comment? Justement, mais IDPS d'abord ne gère pas seul. Son excellence a fait appel à tout le monde. Il a vu seulement des personnes, soit le physique, mais la conscience et le cœur des personnes, c'est difficile pour gérer. Et quand la personne est appelée à participer à la gestion des restes publics, ses intentions ne sont pas encore connues. Et il présente, il manifeste la philosophie, soit la façon d'une personne qui vient pour contribuer, soit mettre son pied à l'édifice. Mais en réalité, il a d'autres idées, comme ce que Kazadi est en train de dénoncer aujourd'hui. Mais des mauvais castings. Mais non, pas question de mauvais casting, mais c'est le mauvais cœur de la personne à qui on a donné l'opportunité de gérer. La casting n'a rien à faire, mais l'individu et son éducation de base. Mais quand ces personnes-là se distribuent l'argent de la République, on dirait que c'est des bonnes personnes ou c'est des mauvaises personnes? Non, mais l'argent de la République ne peut pas être distribué comme ça. Même celui qu'on appelait les chiens méchants. Ça c'est pas moi, c'est Kazadi qui... Justement, mais même celui qu'on appelait les chiens méchants, Gilles Alinguette et l'IGF. Et quelque part aussi, l'IGF, malgré que son excellence comptait plus sur l'IGF, mais l'IGF a fait ce qu'il devrait faire. Mais il a démontré quand même quelques failles dans leur façon de faire le contrôle et gérer l'économie les finances du Congo. Non, mais vous l'avez applaudi. Mais oui, on a applaudi. Applaudi par le pouvoir. Justement, l'IGF a fait beaucoup différemment avec le gouvernement précédent avec les prédécesseurs de son excellence Alexandre Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est depuis 2008-2009 quand Moïse est passé Premier ministre, il avait arrêté de faire fonctionner l'IGF. Mais quand son excellence est venu dans la gestion des restes publics, il a fait ressusciter l'IGF. L'IGF a fait quand même beaucoup, a fait gagner plusieurs millions et des milliards de dollars pour le compte des trésors publics. Mais il n'y a même pas eu 3 ministres qui sont partis en prison. Ça, c'est une logique. Parce que le plus grand détournement se passe au niveau... Mais quand tu parles que des ministres ne sont pas allés en prison, je te parle des cas typiques. De Bukangalonzo avec Matata Mpogno. Au moment où je te parle à la Maniema, il y a déjà des gens qui se préparent pour cibler quelques tribus. La Maniema pour dire que si Matata sera condamné par la justice le 14, comme on est en train d'aller jusqu'au 14, et nous allons nous venger auprès de telle ou telle tribu. Les Congolais ont eu le mauvais système. Matata n'a pas géré avec vous, M. Matata a géré avec M. Joseph Kabila. Je parle des choses qui se sont passées maintenant. Est-ce que était-il important de revenir sur Joseph Kabila, sur la gestion de ces individus et de fermer les yeux sur la gestion de ceux qui ont géré maintenant, qui gèrent maintenant? Ce qui m'a fait plaisir, j'étais informé que la justice avait interpellé Nicolas Kazadi, comme
lui-même avait fait un aveu libre. Maintenant, il doit démontrer les actes et des personnes à qui ils se sont associés pour détruire la vie des Congolais et tous les projets que l'État faisait débourser de l'argent pour l'intérêt, soit pour le développement du pays. Et cet argent-là, ça s'est volatilisé. Et on verra comment les choses vont se passer. On retient quoi pour la ville province de Kinshasa? On retient quoi? La ville province de Kinshasa, c'est un chantier. La ville est devenue chantier parce que la plupart des routes ne sont pas dans des états normaux. J'ai parlé sur aussi rond-point Yolo Médical, la route de Rigini. Il y a plusieurs coins où le gouvernement doit faire quand même l'effort. Parce que j'ai appris que c'est le gouvernement central qui s'occupe maintenant de l'état des routes, différemment avec le gouvernement provincial qui est géré par Daniel Bumba. Il doit quand même se réveiller au sommeil pour faire, démontrer, soit faire valoir ses qualités, sa capacité, parce qu'il nous avait montré un projet avant qu'il soit le gouverneur et on l'avait accepté, soit adopté par rapport au projet qu'il avait pour développer la ville province de Kinshasa. Mais en étant en action, on ne voit pas ce qu'il nous avait promis. Nous attendons qu'il puisse démontrer de quoi il est capable, ce n'est pas encore tard, pour faire avancer les choses dans la ville province de Kinshasa. Au quartier Eradi, nous sommes dans la commune de Selembao, juste après les pluies diluviennes. Il se passe des choses pas quand même normales. Il y a déjà un quartier qui tend à disparaître, les débuts des érosions, l'eau de la pluie a pratiquement saccagé plusieurs ruelles. Je voulais suivre cet élément. Toute une avenue qui risque de disparaître si l'on ne prête pas attention. Nous sommes sur l'avenue HPH, Habitants pour l'humanité, telle est la signification. Quartier Eradi dans la commune de Selembao. Ici, juste après les pluies diluviennes de ces derniers jours, le sol très fatigué de recevoir les eaux de pluie à certains endroits. Il y commence déjà des têtes d'érosion. Difficile pour les populations de l'admettre. Elles ont décidé de stopper, d'éviter le pire en mettant des sacs un peu partout. Question d'atténuer les érosions. Mais à certains endroits, le sol a déjà commencé à se fissurer, faisant craindre le pire. Mais les sacs posés ne sont que précaires et provisoires, juste le temps de résister un peu face aux graves pluies diluviennes. Les maisons risquent de partir si l'on ne prête pas attention. Aux autorités d'intervenir le plus rapidement possible. Ici à Selembao, sur cette avenue, une forte pluie risque de tout emporter. Les autorités doivent faire vite. Bien que la saison de pluie touche à sa fin, mais les craintes sont très visibles chez les populations habitant le coin. Dans leur passage, les eaux de pluie ont déjà emporté une partie du sol. Les immondices pour bloquer les débuts des érosions à certains endroits ne sont que provisoires. Le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, a reçu le caucus de quelques députés du Nord et du Sud qui vous échanger sur des problèmes sécuritaires ici en République démocratique du Congo suivi. Les députés du Haut-Lomami ont dénoncé les actes jugés illégaux de l'administrateur du territoire de Boukama, accusé de percevoir des taxes en dehors de ses compétences. À cela s'ajoutent des tensions récurrentes entre certains chefs coutumiers. Pour apaiser la situation, le VPM a promis l'organisation prochaine d'un forum de paix réunissant les forces vives de la province. Au Kwango, les élus ont soulevé le manque criant d'effectifs dans les rangs de la police nationale, ainsi que des conflits liés à la bipolarisation des chefs des regroupements. Le VPM a rappelé qu'il a déjà rencontré les parties concernées dans diverses occasions et assuré qu'un processus est en cours pour renforcer les capacités sécuritaires sur place. Pour améliorer la mobilité des services et les interventions policières dans la Tchouapa, le VPM Chabani a annoncé la dotation à venir des bus anti-émeutes pour la police ainsi que de véhicules destinés aux administrateurs du territoire. Les élus de l'Ituri, quant à eux, ont obtenu la promesse de l'organisation prochaine d'un forum de paix qui a déjà porté des fruits dans la province de la Tchopo, afin de résoudre durablement les conflits coutumiers et les différentes liées aux limites administratives. Enfin, le ministre de l'Intérieur a souligné que l'adoption prochaine par l'Assemblée nationale du projet de loi sur la programmation de la police viendra renforcer durablement le système sécuritaire congolais. L'Argentine nationale, le ministre des Finances, Dodo Famba, était devant les élus du peuple au niveau de l'Assemblée nationale, là où il est allé
échanger avec les députés sur la situation de finances de la République démocratique du Congo. Je voulais suivre cet extrait. J'aimerais rassurer les élus du peuple que votre gouvernement s'attelle à faire face à une situation exceptionnelle. Et nous la relevons avec fierté et honneur. Et nous avons besoin de l'accompagnement de nos élus et de votre soutien. Parce que pour enchérir ce qui a été dit par l'honorable Monsieur le Président, nous n'avons aucun retard de paiement au niveau de l'Assemblée nationale pendant le moment où je vous parle ici. Et je crois que nous méritons les encouragements de nos élus parce que la situation de la guerre dont nous faisons face et ce que nous faisons en termes de stabilité du cadre macroéconomique mérite à ce que nos élus nous encouragent, que nous puissions continuer dans cette direction. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes et souverains du peuple congolais, il vous souviendra qu'au cours de la séance plénière de votre prestigieuse chambre, tenue le 14 décembre 2024, j'ai eu l'avantage de répondre à votre invitation afin de présenter à la représentation nationale les arguments favorables à l'inscription et au maintien de certains engagements du gouvernement, votre gouvernement, sous forme des accords de crédit, à la liste des matières devant faire l'objet d'habilitation par le gouvernement à légiférer par ordonnance-loi du président de la République, chef de l'État, lors de vos vacances parlementaires de décembre 2024. Restons toujours à l'hémicycle à l'Assemblée nationale où cette fois-ci le président Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a réagi concernant le dossier de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, le dossier sur la concession aussi par la ferme, la grande ferme industrielle de Bukanga Lonzo. On parle d'ici de lever des unités, on parle de le faire assez rapide, on parle aussi de réfléchir un peu avant de lever les immunités. Beaucoup de polémiques autour de ce dossier de Matata Ponyo. Vous allez suivre la réaction de Vital Kamerhe. Suivez. L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions, en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Le sénateur Salomon Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata. Je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamerhe était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes.
Voilà, vous avez suivi la réaction du président de l'Assemblée nationale sur le dossier de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Il est actuellement député national. Monsieur Jérusalem Kapouya, Vital Kamerhe était clair. Il faut faire attention, ça risque de nous rattraper une phrase piège ou façon d'intimider ou peut-être rappel à l'ordre. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mal préparées? Je veux avoir votre réaction. Oui, monsieur le journaliste, en droit, il y a un adage latin qui dit que dura lex sed lex. La loi est dire, mais reste la loi. L'affaire de Matata, c'était dans les premiers quinquennats de son excellence Oxanto Thierry Tshilombo. Nous pouvons dire que l'affaire a été classée, a été pendante. Matata, on l'avait retiré ses immunités. Et pendant que les procès Matata évoluaient au cours des tribunaux, Matata a fait créer les partis politiques. Matata s'est autoproclamé candidat président. Et la justice était bien pour Matata parce qu'il avait laissé Matata le temps de se faire campagne, de faire tout ce qu'il fallait faire. Drôle de justice. Hein? Drôle de justice. Oui. Là, Matata avait dit que non, la justice c'est juste, c'est parce qu'ils ont accepté de me laisser. La justice avait trouvé ça normal aussi. Normal. De laisser une personne. De laisser une personne faire ses ambitions et ses consorts. Et après, il n'était pas élu président comme c'était prévu. Et comme l'affaire était déjà pendante, on a fait actualiser les procès. La question du président de l'Assemblée nationale, si M. Matata était élu chef de l'État, qu'allons-nous faire? Merci beaucoup. Sa question a été imposée par ses collègues, soit par les députés. Mais la situation qu'il est en train de poser, nous avons vu ça aux États-Unis d'Amérique avec Donald Trump. Il était poursuivi par la justice. En même temps, il était candidat président. Il a été élu. Et il était même condamné avant la publication des résultats. Mais la justice a fait ce qu'il devrait faire pour trouver la solution sur les condamnations qui pesaient sur le président de la République. C'était toujours la même procédure que la justice allait faire. Notre justice. Notre justice allait réfléchir comme ça. Allait réfléchir aussi comme ça parce que notre justice d'ici. Justement. Et quand le président de l'Assemblée nationale, quand on dit le président de la Chambre basse parle, mais il oublie aussi que la Constitution, sur l'article 151 alinéa 2, parle sur la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Et lui aussi, quand il évoque l'article 107, pour dire que non, un député a l'immunité, oui, mais l'immunité c'est bien, mais l'immunité ce n'est pas dire qu'il y a l'exception pour ne pas être poursuivi, soit un cas de flagrance, soit n'importe quel cas. Que la justice peut il y a des procédures qui doivent se faire de manière légale, mais il a comme l'impression qu'on boule les étapes. C'est un peu, je ne suis pas l'avocat de M. Kamerhe, mais j'essaie de comprendre. Mais je suis très content parce qu'il a évoqué que non, l'affaire de Matata, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un problème depuis le premier mandat de son excellence Oxanto Thierry Tshilombo. La justice poursuit toujours la procédure. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent faire couler les salives sur un dossier qui était déjà pendant. Si c'était que non, la situation de Matata a débuté aujourd'hui, là on devrait dire que non, la justice n'a pas respecté la procédure, soit l'immunité d'un député. Mais c'est l'affaire qui existait déjà, que la justice a seulement voulu reprendre le procès et trouver soit un jugement définitif, soit classer ça sans suite, soit condamner la personne, voir dans quelle manière les choses vont se passer. Est-ce que ce n'est pas cette justice qui a pratiquement induit même les policiers en erreur, parce que vous commencez un dossier, vous l'arrêtez, vous laissez faire, les choses évoluent, vous revenez après, alors qu'en amont, il n'y a pas eu de dossiers qui ont évolué. Vous revenez après, selon les pesanteurs politiques. Ce n'est pas aussi la faute de cette justice. Non, on ne peut pas dire que c'est la faute de justice parce que la justice a tout le temps de poursuivre une personne s'il est, il est tombé soit dans des infractions, soit s'il est reproché de plusieurs infractions, comme on peut le dire, griefs. Et Matata
son problème, c'est un grand problème qui concerne toute la nation congolaise. Quand on parle des projets de Kangalonzo, et aujourd'hui nous voyons la crise des crises alimentaires sur le terrain, sur les marchés, et si on laisse encore ne pas poursuivre, soit que l'État, la justice ne fait pas ce qu'il faut faire, nous allons encore parler, ce que Nicolas Kazaye est en train de parler aujourd'hui. Quand la justice poursuit un individu, soit une personne qui a été donné le pouvoir sur la gestion de la République, il n'a pas fait ce que la population attendait de lui. Quel que soit son rang, il doit être toujours reproché et la justice doit toujours faire son travail. On ne peut pas dire que parce qu'il a des immunités, on ne peut pas le poursuivre. Et si c'est comme ça, on ne verra pas les changements radicaux. Espérons que la dernière phrase de M. Kamere, ça risque de nous rattraper. Enfin, on ne lui donnera pas raison. Il peut avoir raison, mais la loi reste toujours la loi. Si on taille des lois sur mesure par rapport aux circonstances, et ce n'est pas aussi normal. Et si on taille des lois pour que ça nous protège par rapport à ce que nous sommes en train de commettre comme infraction, comme bavure, comme acte illicite dans la gestion aussi, et ce n'est pas aussi normal. Tu as parlé ici pour le point de Kazadi. Et aujourd'hui, Kazadi a été déjà convoqué par la justice. Il a été déjà entendu par la justice. Et à n'importe quelle circonstance, la justice peut encore le faire revenir pour faire aussi poursuivre. On reproche quoi à Nicolas Kazadi concrètement? Qu'est-ce qu'on reproche à Nicolas Kazadi en fait? Non, mais par rapport à se dire, Nicolas Kazadi est aussi impliqué dans l'histoire des rétrocommissions. Et il a été aussi qualifié comme le vol intelligent. Quand on parle le problème des prix de Jacob, on parle le prix des lampadaires, il y a des socles. Jusqu'aujourd'hui, l'éclairage public n'est pas encore donné à la population congolaise. Il y a eu un procès et des personnes sont allées en prison, mais lui, M. Kazadi, sur la foulée douce. Hein. Non, oui, mais c'est ça, c'est là où il a dit, je suis en train de dire qu'il a fait ce qu'on appelle le vol intelligent. Ah. Il a travaillé avec... Vol intelligent. Ça, c'est hybride, ça. Il a travaillé avec des personnes qui avaient le projet, mais elles savaient que non, ce projet ne va plus atteindre ses objectifs. L'argent est sorti. Il a eu ce qu'il devrait voir. Et c'est la population maintenant qui en pâtisse avec l'obscurité. Maintenant, quand lui se présente que non, moi j'ai fait ce que je devrais faire, j'ai servi l'argent au projet qu'on m'avait présenté. Mais c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence de la personne Kazadi. Mais là où le bas blesse, quand il dit que non, dans chaque projet, on fait sortir de l'argent, mais on commence à se distribuer. Il s'est accusé lui-même. La justice maintenant doit prendre... donc il était pas... Il n'est pas seul. Maintenant, la justice doit faire son travail pour connaître autant de projets, autant de sommes débloquées, avec qui, et c'est ça le rôle de la justice. Maintenant, quand il sera poursuivi, ne venez pas aussi vous des journalistes pour dire que non, ça devient l'acharnement, et vous voyez, il a l'immunité, et c'est qu'on sort. C'est là où les choses aussi tournent très mal dans ce pays-ci. D'accord. Au niveau du ministère des personnes avec handicap, avec la ministre Irène Essambo, une très bonne nouvelle, admission sous statut des agents du secrétariat général. Donc ça veut dire que dans les jours à venir, il y aura un quota de personnes vivant avec handicap qui vont devoir travailler après une sélection avec la fonction publique. Ils sont déjà admis. Je voulais suivre ce qu'a été cet événement. C'était au cours d'une cérémonie officielle que les arrêtés portant admission sous statut des agents recrutés au secrétariat général aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables PVH, APV sur titre ont été signés le jeudi 8 mai 2025. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, par le vice-premier ministre de la fonction publique. Après avoir retenu par concours sur l'étendue nationale les agents au secrétariat général au PVH, APV. 2000 personnes au total, je me permets, sous l'instruction du chef de l'État, de signer des arrêtés portant admission sous statut des agents recrutés, a déclaré Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre de la fonction publique. Selon lui, ces arrêtés signés doivent permettre au ministère des PVH et APV de fonctionner comme tout autre ministère.
Il faudrait que les personnes en situation de handicap ou les autres personnes vulnérables se sentent aussi capables de travailler dans d'autres ministères et doivent être acceptées partout, a-t-il ajouté avant de féliciter les efforts fournis par Maître Irène Essambo Diata, ministre en charge des PVH-APV, tout en se décidant d'accompagner ce ministère en cas de besoin. Dans notre pays, on a l'habitude d'attendre que les personnes ne soient plus là pour leur rendre hommage. Moi, je préfère dire ici et maintenant que je préfère rendre hommage, un hommage mérité à Madame Irène Essambo. Ouais. C'est une grande ministre et l'histoire retiendra que c'est sous son mandat que les lignes ont véritablement bougé dans ce domaine, dans le domaine de l'handicap dans notre pays. Et je sais qu'elle a encore beaucoup d'autres chantiers et qu'en réalité, le maire est plutôt à venir. Il faut rappeler que la signature de ces arrêtés marque la fin du recrutement des agents et le début du service au sein du secrétariat général dédié aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la République démocratique du Congo. Voilà, ça fait déjà un bon bout de temps au niveau de la ville province de Kinshasa où il y a des embouteillages récurrents. Les populations, surtout celles à Kinshasa, ne comprennent plus de ces embouteillages et demandent que les choses puissent évoluer. Je voulais suivre cet élément. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Les embouteillages sont devenus une réalité quasi inévitable qui perturbe le quotidien de nombreux habitants. Chaque jour, des files interminables de véhicules paralysent des grandes routes de la ville, en particulier aux heures de pointe. Ce désordre découle de plusieurs facteurs, souligne la population. Les routes secondaires sont dans un état par moments assez compliqué, ainsi que des problèmes de manque d'urbanisme de la part du gouvernement. Pour la situation des embouteillages, à Kinshasa, nous traversons un moment, une période très difficile dont on a du mal à sortir. On a du mal à sortir. Il y a des trajets que tu peux faire 30 minutes en réalité, mais sous les embouteillages, tu peux prendre 3 heures, 4 heures de temps. On a vraiment du mal. Tous les 4 coins de Kinshasa ont des bouchons partout. Concernant les embouteillages, je pense que la cause, c'est déjà globalement le mauvais état des routes, l'insuffisance de routes déjà à la base, mais aussi présentement c'est le mauvais état des routes à Kinshasa en ce moment. Très difficile de trouver un certain nombre de kilomètres de routes qui soient vraiment praticables. Alors, face à cette situation, il devient impératif que les autorités prennent des mesures concrètes afin de pallier à ce calvaire. Le président de la CENI, Denis Kadima, était à l'Assemblée nationale où il est allé déposer son rapport annuel des activités au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi fait l'évaluation par la même occasion avec Vital Kamere pour essayer de voir des endroits où on peut retoucher. Je vais suivre cet élément avec Denis Kadima. La délégation de la CENI conduite par le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi, a été reçue au Parlement où elle a déposé auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, les rapports annuels des activités organisées par cette institution. Dans ces rapports à mi-parcours qui couvrent la période allant de 2021 à 2024 et de 2024 à 2025, la centrale électorale a procédé à l'évaluation de ces activités dans un format d'atelier. Cette évaluation s'est soldée par des recommandations qui permettent à l'institution de Denis Kadima Kazadi de pouvoir améliorer les processus électoraux d'avenir. Cette descente au bureau de la Chambre basse du Parlement intervient dans un cadre institutionnel et légal du respect de la loi électorale qui veut que le président de l'administration électorale s'acquitte de son devoir de présenter ses rapports à la représentation nationale en vue d'éclairer les députés nationaux sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. En plus de ce rapport annuel qui porte sur nos activités, il y a un rapport d'évaluation. Nous avons eu des ateliers pour évaluer le processus électoral de 2021 à 2024. Nous appelons ça rapport d'évaluation à mi-parcours. Et là, il y a des recommandations par rapport aux améliorations des processus futurs. Et ce rapport a été imprimé et nous avons remis une centaine de copies au président de l'Assemblée nationale. Le contenu, c'est en fait la perspective de la CENI par rapport à ce qui doit être amélioré. Sachez que ça touche aux questions légales, techniques,
opérationnel, il faut que tout le monde sache ce que la CENI pense et les autres acteurs jouent aussi leur rôle. Ils ont aussi fait, sont en train d'examiner le processus parce que vous savez, quand on tient des élections, qu'on ne doit pas juste annoncer les résultats et croiser les bras. Le rapport que la CENI vient de déposer à l'Assemblée nationale intervient pas seulement dans le contexte de respect de la loi électorale. Cette démarche s'inscrit également dans un contexte de la transparence au niveau de la centrale électorale et dans l'organisation des élections. Voilà, avant de boucler, la semaine a été aussi marquée, c'est pratiquement le tout dernier élément par en sport, l'annonce de ce binational qui s'appelle Van Bissaka qui a accepté de jouer pour la République démocratique du Congo après plusieurs années d'attente. Il sera lors du tournoi de Toulon en France où les Léopards vont devoir disputer deux matchs amicaux, à savoir contre le Mali et puis contre l'équipe du Madagascar. Van Bissaka sera avec les autres Léopards de la République démocratique du Congo. Mais ici à Kinshasa, la réaction de quelques Kinois suite à son retour, enfin suite à son arrivée au sein de l'équipe nationale suivie. Van Bissaka est un joueur qui évolue en Manchester United, en Angleterre. Et bon, s'il venait accepter l'offre de jouer en sélection congolaise, ça serait quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un joueur déjà professionnel. On suppose que sa carrière à Manchester United doit rapporter quelque chose d'exceptionnel, ce qui lui permettra de mettre en œuvre son professionnalisme au sein de différentes sélections. On suppose qu'il y aura un plus au sein de notre sélection. C'est un joueur qui donne de son mieux. Nous sommes très contents pour l'arrivée de Van Bissaka à l'équipe nationale. Vu qu'on lui attendait il y a un bon moment, et maintenant là, il a accepté de venir jouer pour la RDC. Il a accepté de venir mouiller le maillot pour notre pays. Et nous sommes très contents pour son arrivée à l'équipe nationale. Et puis nous sollicitons aussi les autres qui sont ailleurs et qui veulent aussi venir comme Van Bissaka pour participer à l'équipe nationale, qu'ils viennent pour que nous puissions former une meilleure équipe nationale, pour que nous puissions former les léopards forts, les léopards toujours puissants. Merci beaucoup Van Bissaka pour ton arrivée à l'équipe nationale. J'espère bien qu'il va donner le meilleur de soi. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. On retient quoi? Les éléments diffusés au niveau du ministère des Personnes vivant avec handicap, la régulation de plusieurs dossiers à la fonction publique. Une première, d'abord, il y a ce secrétariat général créé par Mme Irène Essambo. Il y a aussi ce problème au niveau de la CENI. Kadima qui est allé voir Vital Kamere pour faire l'état du lieu des activités. Et puis, en sport, si vous aimez le foot, bien entendu, l'arrivée de ce binational Van Bissaka. On retient quoi rapidement? On conclut. Je salue d'abord son Excellence Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il a matérialisé le slogan « Le peuple d'abord » sur ce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui. On a valorisé des personnes qui étaient sans valeur, soit des personnes vulnérables, avec tout le ministère. Et le ministère fonctionne très bien. Le ministre est en train de prendre en charge des personnes vulnérables comme on est en train de le voir. Et c'est ça, ce qu'on attendait depuis très longtemps, depuis que Congo est Congo. Ça, c'est la première fois, soit c'est le premier président qui a valorisé des personnes vulnérables. À l'époque de Marcel Mobutu, on avait appris que non, on avait pris des handicapés consorts, ils ont été j'étais quelque part là, différemment avec la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'ai vite compris aussi le ministre, le VPM des fonctions publiques, Jean-Pierre Liao, qui est au four et au moulin pour faire asseoir ces ministères-là et leur donner les conditions favorables pour que ces gens-là puissent aussi intégrer officiellement dans la vie politique, dans la vie sociale, même dans l'administration, comme toute autre personne. Vraiment, c'est une grande vision de son Excellence. Pour la petite information, pour le maréchal Mobutu, à ce que je sache, c'était peut-être une spéculation. Je sais qu'il y a eu des grands centres, le centre Maman Mobutu, où les personnes vivant avec handicap apprenaient
des métiers et ces gens étaient reversés au sein de plusieurs entreprises. Je voulais juste apporter ces éclaircissements. Justement, oui, merci beaucoup pour l'éclaircissement que tu viens de donner. Et je remercie aussi le président de la CENI qui est Denis Kazadi, et d'avoir songé à faire les rapports annuels à chaque fois où il y a des activités. Il n'y a pas longtemps, on venait encore de passer des élections sénatoriales. Même s'il y a eu des élections chaotiques. Non, non, chaotiques, des personnes qui parlent que ce sont des élections chaotiques, ce sont des personnes qui manquent les choses à dire. Nous avons vu même aux États-Unis d'Amérique, là où nous disons que non, non, c'est une vieille démocratie, il y a toujours des réclamations, il y a toujours... On n'applaudit jamais. Non, non, il y a toujours des réclamations, ils n'ont jamais applaudi leur système électoral. Et la fois passée, nous avons vu Donald Trump qui permettait qu'on l'avait volé, l'électorat. Et nous avons vu aussi en France, et dans plusieurs pays, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes qui se posent. On ne peut pas toujours dire que... Sous le mot, me fait signe qu'on ne pas l'affaire. Oui, on parle aussi sur le joueur Van Bissaka. Oui, on applaudit, mais ça fait très longtemps que le pays avait besoin de lui. Et le monsieur n'était pas encore prêt parce qu'il attendait que l'équipe nationale de l'Angleterre pouvait le prendre, mais ça n'a pas marché. Heureusement, il est là. C'est un bon défenseur. Je pense qu'il pourra amener aussi le Pierre à l'IFIS dans notre équipe nationale. On espère qu'il va mouiller le maillot comme on a l'habitude de le dire. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous, monsieur Jérusalem Kapouya. Vous avez un mot à dire rapidement? Oui, je salue George Chatambov qui est chargé des finances non fiscales là-bas. Et c'est une personne très silencieuse, une personne charisme. Et sans oublier tous les cadres des membres de l'IDPS que je suis en train de saluer. Grand merci à la grande équipe technique. La rediffusion, c'est à minuit et puis lundi à 7h, toujours sur la même chaîne Kalankin Télévision. La télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye. Prenez soin de vous.